Imaginez. Vous êtes sénateur romain, l'un des hommes les plus respectés de l'Empire. Votre nom traverse les générations. Vos ancêtres ont façonné la République puis servi l'Empire. Votre toge arbore fièrement la bande pourpre, signe de votre noblesse. Des décennies de service loyal à Rome vous ont forgé une réputation irréprochable. Mais ce soir, malgré l'honneur qui vous est accordé, vos entrailles se nouent. Une invitation dorée, dîner au palais du Palatin, aux côtés de l'empereur lui-même. Une marque de confiance suprême, mais dans votre poitrine, la fierté se transforme en peur. Les marches de marbre brillent sous les torches. L'air sent l'encens rare, mais derrière l'arôme flotte autre chose, plus lourd, plus insistant, la peur collective. Les gardes, immobiles, évitent vos yeux. Leur silence en dit plus que des menaces. Vous franchissez le seuil et le frisson vous parcourt. La grande salle est comble. Sénateurs, épouses élégantes, marchands fortunés, généraux bardés de cicatrices. Tous murmurent à peine. Tous savent que ce n'est pas une réception ordinaire. Alors il apparaît. Des pas qui résonnent. Un rire dément qui fend le marbre. Une silhouette vêtue de soie éclatante comme de l'or liquide. Son regard étincelle, non pas de joie, mais de fièvre, Caligula. Il s'arrête, balaie l'assemblée comme un prédateur jaugeant ses proies. Puis ses mains claquent dans l'air. Mes chers amis, ce soir nous allons découvrir qui aime vraiment son empereur. Ce soir je verrai jusqu'où va votre loyauté. Un silence glacé tombe sur l'élite de Rome. Vous comprenez? Ici l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une épreuve. Et elle commence maintenant. Dans quelques instants, vous allez voir pourquoi ce palais ne fut pas seulement un lieu de pouvoir, mais une machine à briser les âmes. Mais ce n'était que le début. Rome, en 37 après J.C. L'Empire sort d'un long règne, celui de Tibère, marqué par la suspicion, les procès truqués et la réclusion. Les citoyens rêvent d'un souffle nouveau. Et voici qu'arrive Caligula, 24 ans, fils de Germanicus, le général adoré des troupes, mort trop tôt. Les foules acclament le jeune empereur comme un sauveur. Il amnistie des exilés, organise des jeux spectaculaires, offre des primes généreuses à la garde prétorienne. On croit voir renaître l'âge d'or. Puis survient la fièvre. Une maladie mystérieuse, peut-être cérébrale. Pendant des jours, l'Empire retient son souffle. Caligula est entre la vie et la mort. Quand il se relève, ce n'est plus le même homme. Derrière son sourire, on perçoit autre chose. Une conviction absolue. Non pas qu'il est empereur, mais qu'il peut tout. Au départ, les signes paraissent bénins. Dépenses extravagantes, gestes étranges, décisions imprévisibles. Certains se disent qu'il s'agit d'excentricité passagère. Mais au cœur du palais, les plus proches comprennent. Le prince a découvert le vertige du pouvoir total. Plus de barrières, plus de règles. Le Palatin, jadis siège de gouvernement, devient théâtre. Chaque convocation, chaque banquet, chaque cérémonie devient une scène. Les sénateurs, les familles, les serviteurs deviennent les acteurs d'un spectacle dont il est le metteur en scène. Que vaut la loi quand celui qui la dicte décide qu'elle ne s'applique plus? Sous son règne, le palais subit des transformations invisibles pour le peuple mais lourdes de sens. Des salles réaménagées comme des gradins, des couloirs modifiés pour créer des entrées théâtrales, des pièces circulaires conçues pour que rien ne puisse se cacher, que tout soit visible. Chaque banquet devient une répétition générale. Le maître joue avec ses invités comme avec des marionnettes. Il ne s'agit pas seulement de nourrir, mais de tester, de briser, de démontrer. La fidélité n'est pas une parole. La fidélité est un geste. Quel geste? Cela change à chaque fois. Et personne n'ose dire non. Sous Tibère, le Sénat vivait dans la peur des accusations. Sous Caligula, la peur change de nature. Ce ne sont plus les procès qui menacent, mais l'humiliation publique. Un sénateur peut être sommé de se lever, de prononcer un serment absurde, de jurer sa loyauté d'une façon théâtrale, devant tous. Ceux qui hésitent comprennent aussitôt que la moindre réserve équivaut à une condamnation. La salle devient tribunal, mais un tribunal sans loi écrite. Le juge, l'accusateur et le public se confondent en un seul homme, l'empereur. Dans quelques instants, vous allez comprendre comment un rituel religieux peut devenir, arme la plus efficace pour dompter une élite.
Depuis Auguste, le culte impérial existe. Mais Caligula va plus loin. Il ne se contente pas de statues ou des autels, il exige des gestes d'adoration en direct devant lui. Des prêtres hésitent, des aristocrates rougissent. Peu importe. L'empereur insiste. Désormais, la religion n'est plus une affaire de temple. Elle est installée dans la salle du trône. Et quand le sacré se plie, tout le reste suit. Car si même les dieux se taisent, qui oserait parler? Peu à peu, Rome découvre un nouveau type d'échange. Jadis, on achetait des faveurs par des terres, des alliances, des discours. Désormais, on les achète par la dignité. Un silence dans une salle. Un acquiescement public. Une complaisance acceptée à contre-cœur. Voilà la nouvelle monnaie de l'Empire. Les familles aristocratiques se sentent prises dans un piège invisible. Leur richesse ne les protège plus. Leur prestige devient une arme contre elles. Plus elles sont respectées, plus elles intéressent l'empereur. Le plus terrible n'est pas ce que Caligula exige, mais la manière dont il le fait. Il ne se contente pas d'imposer, il oblige les proches à participer. Un père doit accompagner son fils à une cérémonie dégradante. Un mari doit rester témoin des caprices infligés à son épouse. Un frère doit approuver un rituel absurde qui détruit l'honneur familial. Ainsi, chacun devient complice. La honte n'est plus individuelle, elle devient collective. Et une fois qu'on a cédé une fois, il est impossible de se révolter sans se condamner soi-même. Quel pouvoir est plus fort que la peur? La complicité. À mesure que les mois passent, le Palatin cesse d'être un palais. Il devient une machine. Chaque pierre, chaque salle, chaque convocation est un engrenage. Et l'empereur est le seul à tenir la manette. Dans quelques instants, vous allez voir comment cette mécanique, chaque jour, le palais s'éloigne un peu plus de sa fonction première. Ce n'est plus un lieu de gouvernement, c'est une scène. Les décisions ne s'écrivent pas sur des tablettes, elles se jouent dans des salles saturées d'encens et de regards fuyants. Caligula comprend une vérité. L'ordre romain ne tient pas seulement par les armes ou les lois, mais par l'honneur. Détruire l'honneur d'un homme puissant, c'est détruire son pouvoir sans verser une goutte de sang. Il invente alors un théâtre cruel, où chaque convive devient un acteur malgré lui. Et chaque soir, l'élite romaine se retrouve piégée dans une pièce dont elle ne connaît jamais le dénouement. Qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un tyran armé? Un tyran qui vous fait participer à votre propre humiliation. Les invitations dorées circulent, nul ne peut refuser. Les sénateurs arrivent vêtus de leurs plus beaux ornements, mais le faste masque mal la sueur glacée qui coule dans leur dos. Les coupes de vin s'élèvent, les plats se succèdent, mais chaque silence devient suspect. Chaque toast est une épreuve. Un mot mal prononcé, un regard de travers. L'empereur s'en amuse, mais derrière le sourire, la menace est claire. Il n'a pas besoin de lever l'air épais. Sa simple présence suffit à transformer un repas en jugement. Dans quelques instants, vous allez comprendre comment un simple dîner peut briser un homme plus sûrement qu'un procès public. Parmi ses inventions les plus déstabilisantes, il y a le silence soudain. En plein milieu d'un festin, Caligula se tait. Tous se taisent aussitôt. Il fixe un convive, le désigne à peine d'un geste. Rien n'est dit, mais tout est compris. L'homme doit se lever, improviser une déclaration d'amour, jurer son dévouement, prouver sa loyauté de la manière la plus théâtrale possible. Ceux qui s'exécutent tremblent, mais survivent. Ceux qui hésitent comprennent que leur destin est déjà scellé. La salle applaudit, mais les applaudissements sonnent creux. C'est la peur qui frappe des mains, pas l'admiration. Dans la curie, la même logique s'impose. Les débats n'existent plus. Chaque session devient un rituel où l'empereur teste ses hommes. Un projet de loi, peu importe son contenu. Ce qui compte, c'est la ferveur avec laquelle on l'acclame. Des sénateurs autrefois respectés se voient contraints d'exprimer leur fidélité par des gestes absurdes. On jure par Jupiter, par Mars, puis finalement par Caligula lui-même. Le Sénat, jadis gardien des traditions, se transforme en chorale servile. La République est morte depuis longtemps, mais c'est sous Caligula que l'on voit combien sa mémoire peut encore être piétinée. Le point de rupture arrive quand l'empereur s'arroge un rôle divin. Il ne tolère plus que l'on sépare les dieux de sa personne. Des temples lui sont dédiés, des statues le représentent aux côtés des divinités. Mais cela ne suffit pas.
Il exige des rituels en sa présence. Il veut que l'on s'agenouille, que l'on brûle de l'encens devant lui, que l'on proclame des prières en son nom. Le culte impérial déjà établi par Auguste devient une mascarade quotidienne. Un prêtre hésite, on le remplace. Un aristocrate refuse, on le brise. La religion cesse d'être refuge. Elle devient l'instrument de la tyrannie. Quand le sacré lui-même se soumet, qui reste pour protéger le peuple? Peu à peu, ce système dépasse les murs du Palatin. Les gouverneurs de province, les légats militaires, les magistrats locaux comprennent le message. Si Rome exige la soumission totale, eux aussi doivent l'imposer. Ainsi, dans les provinces lointaines, on copie le modèle impérial. Des cérémonies absurdes naissent. Des serments grotesques se multiplient. La peur se répand comme une épidémie. Rome tout entière devient un théâtre où chacun joue un rôle qu'il déteste mais qu'il doit incarner pour survivre. Jadis, on accédait au pouvoir par le mérite, par les alliances, par la gloire militaire. Sous Caligula, on y accède par l'humiliation acceptée. Un général perd son prestige non pas sur le champ de bataille, mais dans une salle de banquet. Un sénateur perd son autorité non pas par une défaite politique, mais par un serment ridicule exigé devant ses pairs. Et chacun comprend la règle nouvelle. Plus vous valez, plus vous avez à perdre. Plus vous êtes respecté, plus vous serez ciblé. Ce ne sont pas seulement les hommes qui ploient. Leurs familles entières sont entraînées dans la spirale. Les épouses, les enfants. Les proches deviennent spectateurs de scènes qu'ils n'oublieront jamais. L'honneur romain, fondé sur la dignité de la maison, se dissout peu à peu. Des mariages chancellent, des héritages se tachent, des lignées autrefois fières apprennent la honte. Le mal n'est pas seulement politique, il est psychologique. Et c'est peut-être le plus durable. À mesure que les humiliations s'enchaînent, une vérité glaçante se révèle. L'empereur n'agit pas par caprice seulement. Il expérimente, il teste les limites. Il veut voir jusqu'où peut aller la soumission humaine. Chaque banquet est une expérience. Chaque cérémonie est une expérience. Chaque silence imposé est une expérience. Et Rome est le cobaye. Dans quelques instants, vous allez découvrir la scène qui fit comprendre aux témoins que le pouvoir haine était plus seulement une question d'empire, mais de culte. Un soir, le Palatin est transformé en temple. Les élites convoquées ne savent pas encore ce qu'elles vont vivre, mais déjà les torches, les encensoirs et les chants préparent le terrain. Ce n'est plus un banquet, ce n'est plus une réunion politique. C'est une liturgie. Et cette liturgie n'honore plus Jupiter, ni Mars, ni aucun dieu connu. Elle honore un homme. Un seul. Et cet homme exige que tout Rome s'agenouille. Mais ce n'était que le début. Le soir tombe sur le Palatin. Les torches dessinent des halos sur le marbre poli, comme si la lumière elle-même hésitait à entrer. On a disposé des encensoirs et des couronnes de laurier. Des statues ont été tournées vers une estrade improvisée. Ce n'est pas un banquet. Ce n'est pas une session du Sénat. C'est autre chose, plus ancien, plus dangereux, une cérémonie. Caligula apparaît vêtu d'un éclat qui renvoie tous les regards. Il ne parle pas d'abord. Il laisse le silence grandir, gonflé de crainte. Puis, d'une voix douce qui ne porte ni menace ni promesse, il dit « Rome, ce soir, tu choisis. » Choisir quoi? Personne n'ose demander. Les gardes ferment discrètement les accès. Aucun mouvement ne passe inaperçu. La liturgie commence. On prononce des formules apprises la veille, écrites à la hâte par des scribes terrorisés. Les mots ressemblent à des prières, mais ils n'en ont pas le cœur. Ils ne s'adressent pas aux dieux, pas vraiment. Ils s'adressent à un homme qui se tient là et qui attend qu'on s'incline. Qu'est-ce qu'un dieu, sinon un pouvoir qu'on ne peut contester? Dans quelques instants, vous allez comprendre comment une prière peut devenir un cadenas posé sur la bouche d'un empire. L'invention la plus efficace de Caligula n'est pas la peur, c'est la publicité de la peur. Il force les grands à consentir devant témoins. Les serments ne se chuchotent pas, ils se crient. Les gestes ne se cachent pas, ils se montrent. L'humiliation cesse d'être une sanction. Elle devient une méthode. Un prêtre s'avance, récite, s'incline trop bas, un sénateur suit, la voix tremblante, puis un autre encore. Les épouses regardent droit devant elles, comme si fixer un point immobile pouvait empêcher le monde de tourner. Chacun comprend la règle. Le salut est collectif,
La chute l'est aussi. À quoi bon résister si tout le monde plie? À quoi bon tenir debout quand tous les autres s'agenouillent? Ce qui se joue au Palatin trouve des échos au-delà des collines de Rome. Dans les amphithéâtres de province, dans les forums brûlés de soleil, dans les camps où claquent les étendards, on importe la liturgie nouvelle. On l'adapte, on la répète, on la durcit. Les gouverneurs savent qu'il faut plaire à la source du pouvoir. Les légions savent qu'il faut montrer l'exemple. Les cités savent qu'il faut survivre. Un matin en Afrique proconsulaire, on dresse une estrade. En Hispanie, on compose un chant. En Syrie, on écrit un décret. Partout, la forme diffère, mais le fond demeure, s'incliner. L'Empire devient un miroir démultiplié du Palatin. 1000 salles, un seul maître de cérémonie. Dans quelques instants, vous allez voir comment un rite prétendument civil peut étouffer la politique, la justice et la mémoire en une seule manœuvre. Au Sénat, les projets de loi ne se discutent plus, ils se saluent. On ne pèse pas la valeur d'une mesure, on pèse l'enthousiasme qu'elle permet d'afficher. Les opposants ne sont pas réfutés, ils sont ridiculisés. Il n'est même plus besoin d'argumenter. Il suffit de sourire au bon moment, de frapper dans ses mains, de se lever quand l'empereur incline la tête. La justice suit le même chemin. Les audiences deviennent des spectacles. Le verdict est certain avant la convocation. Les juges regardent les portes, pas les dossiers. Ils cherchent le signe, le mouvement, le souffle qui leur dira quelle phrase prononcer. Un clin d'œil, et une vie bascule. Un froncement de sourcils, et une réputation s'écroule. Un état de droit peut-il survivre quand le regard du prince tient lieu de loi? Dans le palais, on dresse des listes. Pas des listes de traîtres, ni même de coupables, mais des listes d'éprouvés. Qui s'est levé avec ferveur? Qui a tardé? Qui a blanchi en entendant son nom? Qui a recopié une formule sans faute? Ces détails deviennent un atlas secret. On y repère les fissures, on note les hésitations, on trace les lignes de fracture des familles. Avec ces listes, on tient Rome au cou. Une pression ici, une convocation là. On rappelle un mot oublié, un geste mal assuré. On exige une seconde preuve, puis une troisième, puis une quatrième. Bientôt, personne ne sait combien de fois il faudra encore prouver. Bientôt, chacun comprend que la preuve n'est pas un passage, c'est une condition permanente. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi les chaînes les plus solides ne sont pas forgées de fer, mais de souvenirs partagés en public. Plus rien ne s'oublie. On se souvient de qui s'est agenouillé trop tôt, de qui a tremblé trop fort, de qui a parlé trop bas. Ces souvenirs deviennent des morsures qui ne cicatrisent pas. Dans les villas, dans les thermes, dans les jardins, les conversations se rétractent. On remplace les anecdotes par des banalités. On remplace la franchise par la prudence. La ville devient une mer de visages impassibles. Les enfants, qui ne comprennent pas les mots mais devinent les silences, apprennent à ne pas poser de questions. Les mères apprennent à ne pas répondre. Les pères apprennent à détourner les yeux. La cité du droit, de l'éloquence et des fêtes publiques devient une école de mutisme. Combien de générations faut-il pour réapprendre à parler après qu'une seule ait appris à se taire? Caligula ne frappe pas toujours. Il choisit. Un jour, un homme chute. Le lendemain, il est relevé. La foule n'y comprend rien. Et c'est le but. On crée l'incertitude. On détruit l'idée qu'un geste entraîne un résultat clair. On brouille la causalité. On fabrique une humanité qui n'ose plus agir, parce qu'elle ne sait plus à quoi s'attendre. Puis, de temps en temps, on frappe juste. Une destitution sèche, une confiscation expéditive, une disparition discrète. Pas assez pour provoquer une révolte, juste assez pour nourrir la légende de l'infaillibilité du maître. Chacun se dit, cela aurait pu être moi. Et chacun se tait. Dans quelques instants, vous allez assister à la répétition générale de la religion d'État, le moment où le théâtre devient dogme. Le texte arrive un matin, porté par des mains qui savent qu'elle porte plus qu'un rouleau. On l'appelle « rappel de fidélité ». Il tient en quelques lignes, mais ces lignes pèsent des tonnes. Elles énoncent que l'empereur, par destination divine et par élection du peuple romain, réclame une célébration régulière de sa personne. On n'emploie pas le mot culte, on parle de gratitude. On ne parle pas d'adoration, on parle de présence. Le vocabulaire est choisi pour ne heurter personne. Il suffit pourtant à tout changer.
Les gouverneurs reçoivent la consigne. Les prêtres reçoivent les formulaires. Les magistrats reçoivent les calendriers. L'Empire se met à l'heure du palatin. À partir de quelle fréquence la gratitude cesse-t-elle d'être libre? Ce soir-là, dans une maison de Rome, un sénateur replie le décret. Ses mains tremblent, non de colère, mais d'épuisement. Il ne voit plus par où revenir en arrière. Toute sa vie l'a conduit à ce moment. Servir la cité, préserver l'honneur de sa maison, transmettre son nom. Et le voilà réduit à mesurer ses mots, à compter ses gestes. Son épouse s'assied en face, droite, silencieuse. Ils ne se disent rien, car que dire? Qu'ils sont prisonniers d'un théâtre, qu'ils paient pour vivre, qu'ils ne savent même plus ce que signifie vivre quand chaque respiration peut être un signal. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi le prochain pas de Caligula est celui qui transforme la servitude en religion. On a tendu des tentures pourpres et or. Les statues des dieux restent, mais reculées. Au centre, un autel sans nom. Les invités arrivent, triés, comptés, pesés. On leur a remis des formules simples à réciter, des gestes simples à accomplir. Tout a été pensé pour que ça passe. Rien de choquant, rien de brutal, juste assez pour franchir un seuil. Caligula monte. Il ne brandit pas l'épée, il ouvre les bras. Il remercie. Il raconte que Rome n'a jamais été aussi forte, que les dieux ont souri, que le peuple chante son bonheur. Il parle de gratitude. Le mot revient, encore et encore, jusqu'à ne plus rien signifier. Puis la phrase tombe, légère. Que cette gratitude soit rythmée, que Rome se souvienne chaque mois, chaque semaine, chaque jour si nécessaire, que l'Empire a un cœur, et que ce cœur bat ici. Silence. Et alors, comme un seul homme, la salle répète. On ne sait plus si l'on accepte ou si l'on imite. On ne sait plus si l'on croit ou si l'on joue. Qu'importe. Le rite est né. Le lendemain, des copies circulent. Les musiciens composent. Les prêtres adaptent. Les orateurs trouvent des phrases. Les artisans sculptent des reliefs. En quelques semaines, Rome a une nouvelle habitude. Se souvenir de l'empereur en public. On dresse des autels provisoires, on trace des guirlandes, on allume des lampes. Personne ne pose la question la plus simple. Pourquoi? Car poser la question, c'est déjà contester. La vie quotidienne se plie. Les marchés ouvrent plus tard, les tribunaux s'interrompent, les délégations attendent. Une nouvelle horloge règle la cité, celle des commémorations. À partir de quand une habitude devient-elle une vérité? L'Empire, pourtant, n'est pas une statue. Certains gouverneurs appliquent avec zèle, d'autres traînent. Des cités interprètent. Des prêtres résistent passivement, puis activement. Des familles s'absentent, prétextent une maladie, un deuil, une crue. Le pouvoir observe, note, classe. Il prépare la réponse. Et la réponse tombe par fragments, jamais par bloc. Ici, un rappel sec. Là, une enquête. Ailleurs, une substitution. Le message circule. Ce rite n'est pas une option, c'est un socle. Vous pouvez négocier la forme, pas le fond. Dans quelques instants, vous allez voir la scène qui convainquit même les plus loyaux que le point de non-retour avait été franchi. Caligula convoque l'élite. Il entre sans faste excessif, sûr de lui. Il ne demande rien, il constate. Rome m'aime, dit-il. Rome me remercie, puis doucement. Rome me doit sa paix. Donc Rome la célèbre. Il présente un objet, pas une loi, un symbole. Une couronne mêlant laurier et or, destinée non à sa tête, mais à l'autel anonyme. On la dépose au centre. On s'agenouille, pas tous à la fois, mais par vagues, comme si les vagues étaient spontanées. Le spectacle est parfait. Les scribes prennent note. Demain, tout l'Empire imitera. Le rideau tombe. Pas de cris, pas de bruit. Seulement cette sensation poisseuse qu'un seuil vient d'être franchi et qu'il n'y a plus de chemin de retour. La pierre, pourtant, garde trace des serments trop vite prononcés. Les murs, saturés de fumée d'encens, sentent l'usure. Des serviteurs passent et repassent, épuisés de préparer des cérémonies qui ne dissimulent plus la lassitude générale. Le palais lui-même paraît haleté, comme si la machine s'échauffait. Caligula, lui, accélère encore. Il veut plus que la soumission, il veut la conviction.
Il ne suffit plus de faire les gestes. Il faut les incarner. Comment vérifier qu'un cœur croit? En multipliant les preuves. Comment mesurer l'âme? En exigeant qu'elle se trahisse d'elle-même si elle n'est pas sincère. Peut-on forcer une foi sans détruire ce qu'est la foi? C'est à cet endroit, dans ce couloir saturé de rites et de fumée, que des regards se trouvent. Des hommes de la garde prétorienne, des sénateurs, des proches, pas des héros, des limites. Chacun a un point de rupture, chacun le sait désormais. Ils parlent peu, ils n'ont pas besoin de phrases. Ils ont des dates, des corridors, des signaux. Ils ne rêvent pas de gloire, ils rêvent d'un arrêt. Dans quelques instants, vous allez entrer dans les souterrains du Palatin, là où Léa Histoire change de direction sans témoin. La cérémonie suivante est fixée. Les torches sont prêtes. Les formules sont copiées. Le peuple ignore tout. L'Empire retient son souffle sans le savoir. Dans les galeries basses, des pas mesurés. Une main sur un pommeau. Un souffle retenu. Au-dessus, la ville s'endort. Dessous, l'histoire s'arme. Mais ce n'était que le début. Le sol vibre des pas mesurés. Au-dessus, les salles s'emplissent d'encens et de formules. Mais en dessous, c'est une autre cérémonie qui se prépare. Pas de chant, pas de prière. Des lames affûtées, des visages fermés. Les conjurés se connaissent à peine. Ils n'ont pas besoin de se jurer fidélité. Leur silence est déjà un pacte. Un garde serre les dents. Un sénateur évite de croiser les yeux de ses compagnons. Tous ont leurs raisons. Une famille humiliée, une maison ruinée, un serment forcé, un souvenir qui brûle. Mais derrière ces raisons individuelles se cache un même constat. Si rien ne s'arrête, l'Empire entier se pliera jusqu'à se briser. Qu'est-ce qui brise un tyran? La révolte du peuple, ou le refus de ses propres gardiens. Nous sommes le 24 janvier 41. La cérémonie doit être encore plus grandiose que les précédentes. On prépare des guirlandes, des autels, des formules inédites. Le palais bourdonne comme une ruche. Personne n'imagine qu'une autre scène va se jouer dans ses entrailles. Caligula, lui, ne doute de rien. Il rit, il improvise, il accélère encore ses exigences. Il croit que Rome est à genoux à jamais. Ses yeux brillent de cette certitude. Mais dans les couloirs humides, les conjurés répètent en silence « Aujourd'hui ». Dans la grande salle, les invités prennent place. Les torches projettent des ombres déformées. Les musiciens tiennent leurs instruments, mais leurs mains tremblent. Le silence est plus lourd que les chants. On attend l'empereur. Sous les pavés, les conjurés écoutent. Chaque note, chaque pas résonne comme un signal. Le temps paraît s'étirer. Le moment approche. Dans quelques instants, vous allez entrer dans la scène où le théâtre s'effondre, non pas par le peuple, mais par ceux qui devaient protéger le prince. Caligula surgit, éclatant, sûr de lui. Il parle, il improvise, il provoque. Mais dans un couloir étroit, au détour d'un passage souterrain, les lames jaillissent, le rire s'étrangle. Les murs, témoins muets, absorbent le choc. Il tombe non dans une salle de marbre, mais dans une galerie sombre. Non devant les dieux, mais devant ses propres gardes. Non dans un temple de gloire, mais dans un réduit de pierre. L'empereur qui voulait se faire Dieu s'effondre comme un homme. Silence. Puis des souffles courts. Puis le pas précipité des conjurés qui disparaissent avant que la confusion n'éclate. La nouvelle se répand comme un incendie. Dans les couloirs du palais, c'est la panique. Les serviteurs fuient, les sénateurs se terrent, les prêtres hésitent à poursuivre le rite. L'Empire chancelle, mais ne s'écroule pas. Déjà des voix s'élèvent, il faut un successeur, il faut éviter le vide. Claudius, l'oncle de Caligula, timide, maladroit, longtemps méprisé, est découvert tremblant derrière une tenture. Les prétoriens l'acclament. Elle, homme comme on a, attendait pas devient, elle, héritier improvisé un empire traumatisé. Vaut-il mieux un souverain faible mais humain qu'un maître fort mais dément? Vient ensuite l'autre travail plus discret mais tout aussi essentiel. Effacé. Les salles modifiées sont murées, les fresques trop compromettantes détruites, les archives brûlées. Non par respect pour Caligula, mais pour protéger les victimes, pour épargner les familles, pour que la honte ne s'inscrive pas trop profondément dans la mémoire publique. Mais peut-on effacer ce que des milliers d'yeux ont vu? Peut-on sceller des murs contre la mémoire humaine? Les pierres gardent des traces, les couloirs sentent encore l'encens saturé. Les serviteurs chuchotent, les familles se taisent.
mais les ombres restent. Les historiens antiques écrivent, mais avec prudence. Les mots se voilent, les phrases s'entourent d'allusions. Trop dire serait salir des familles encore puissantes. Pas assez dire serait oublier. On choisit l'entre-deux. Évoquer sans détailler, dénoncer sans révéler. Les victimes elles-mêmes, quand elles survivent, gardent le silence. Par honte, par peur, par volonté de protéger leurs descendants. La société romaine, obsédée par l'honneur, condamne plus souvent les humiliés que l'humiliateur. Ainsi les voix se taisent, et l'histoire se brouille. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi les cicatrices invisibles marquent plus profondément que les ruines de pierre. Ce que Caligula a infligé ne disparaît pas avec lui. Les familles brisées restent brisées. Les enfants marqués grandissent avec des ombres. Les sénateurs ridiculisés ne retrouvent jamais leur autorité. L'aristocratie romaine, pilier de l'État, se découvre fissurée de l'intérieur. Et plus grave encore, une leçon a été transmise. On a vu qu'il était possible de gouverner par l'humiliation, de briser des hommes sans chaîne, de transformer la religion en outil de contrôle absolu. Cette leçon, d'autres la retiendront. Aujourd'hui, les touristes marchent sur le Palatin. Ils admirent les ruines, les colonnes, les marbres. Ils imaginent des banquets, des fêtes, des cérémonies glorieuses. Mais ceux qui savent perçoivent autre chose. Ils regardent les fondations et y voient des salles fermées trop vite, des murs reconstruits trop vite, des traces d'un théâtre de la peur. Le marbre poli, les mosaïques brillantes cachent une mémoire plus lourde que les pierres elles-mêmes, celle d'un empire transformé en scène des humiliations collectives. Caligula n'a régné que 4 ans, 4 années qui ont suffi à marquer Rome pour des générations. Les empereurs suivants ne reproduisent pas tous ces excès, mais beaucoup ont compris la mécanique. La peur fonctionne, la complicité forcée fonctionne, le silence collectif fonctionne. Les siècles passent, mais les méthodes réapparaissent, sous d'autres noms, d'autres régimes, d'autres drapeaux. Le Palatin reste un manuel ouvert, que les tyrans feuillettent à travers les âges. Le véritable héritage d'un tyran est-il sa mort, ou les outils qu'il laisse derrière lui? Caligula est tombé dans un couloir sombre, mais son ombre plane encore sur l'histoire. Elle nous rappelle que la pire des dictatures n'est pas celle des armes, mais celle des esprits. Qu'un peuple contraint au silence finit par oublier le son de sa propre voix. Que des élites humiliées ne se relèvent jamais tout à fait. Le Palatin, aujourd'hui ruiné, garde une leçon brûlante. Quand le sacré, la politique et la mémoire se plient à un seul homme, il n'est plus nécessaire de tuer pour gouverner. Il suffit de briser. Mais ce n'était pas la dernière fois que Rome allait connaître ce vertige. Avant Caligula, il y avait eu Tibère, reclus sur son île, tissant un filet invisible de suspicion. Après lui, d'autres comprendront qu'on peut régner en gouvernant la peur plus sûrement que les provinces. Prochain épisode, Tibère, l'île de la suspicion. Parce que parfois le silence est plus destructeur que la folie. Et la vérité était pire.